L'analyse des événements récents offre une perspective éclairante sur le paysage politique actuel. Il est crucial de rester informé des développements majeurs de l'actualité pour une meilleure compréhension des enjeux. Le bureau politique joue un rôle essentiel dans la formation et la communication des idées. Une communication transparente et accessible est primordiale pour un dialogue démocratique constructif. Est-il approprié d'escamoter le débat ivoirien qui devait être républicain à 7 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire? L'opposition ivoirienne a formulé une demande de création d'une plateforme d'échange à laquelle le gouvernement a opposé un non catégorique. Malgré plus d'un quart de siècle, le PDCI-RDA reste un parti fort, démocratique, un parti inoxydable. Il vient même de réussir l'organisation de son bureau politique le 5 avril dernier à Yamoussoukro. Quelles sont les conclusions et les résolutions de ce bureau politique tant attendu? Quelle est la suite du bureau politique? Comment le PDCI prépare-t-il sa convention pour l'élection de son candidat à la présidentielle d'octobre 2025? Quelles conditions remplir pour être candidat pour le compte du PDCI-RDA aux élections présidentielles d'octobre 2025? Ce sont autant d'interrogations qui vont meubler nos échanges de ce jeudi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur PDCI TV. Le 7e numéro de notre émission C'est jeudi au PDCI-RDA, c'est maintenant. Pour cette édition hebdomadaire, je l'ai dit, l'actualité du PDCI-RDA nous ramène à introduire cette émission par le 79e anniversaire de son existence. C'était hier, mercredi 9 avril 2025, 79 ans. Monsieur le porte-parole, bonjour, je l'ai dit, nous sommes avec l'invité maison de PDCI TV. Bonjour honorable. Bonjour madame. Oui, je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes au lendemain de la célébration des 79e anniversaire du PDCI-RDA. Pourquoi cette sobriété dans cet anniversaire? Merci madame. D'abord, la sobriété de l'anniversaire du PDCI-RDA est liée à des événements malheureux que nous vivons, notamment la mort du directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié, dont nous sommes dans les obsèques, et puis la mort d'un des fils, de l'unique fils de notre parti, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du monde, qui est le ministre Essi Amara, qui a été un compagnon fidèle du président Félix Houphouët-Boigny et un compagnon fidèle du président Henri Konan Bédié qui vient de nous quitter. Ce monsieur, le PDCI-RDA aura l'occasion de lui rendre les hommages quand il s'agit d'Essi Amara, a servi la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Il a porté la voix de la diplomatie et de la paix de notre pays dans tout le monde entier. Il a été président de la 49e session des Nations Unies. Il a été le dernier président de l'Organisation de l'Union africaine et le premier de l'UA. Il a été aussi, comme vous le savez, un des initiateurs de beaucoup de dialogues et de règlements de crise au Libéria, envoyé du président Félix Houphouët-Boigny, en Angola et partout en Afrique. Il a été même victime des accidents à ce niveau-là. Et un tel monsieur qui vient de nous tiquer, on ne peut pas, pendant que son corps est encore chaud, célébrer de manière festive l'anniversaire du PDCI-RDA. Donc voilà les raisons qui ont fait que l'anniversaire, ce 79e, s'est fait un peu dans la sobriété. Pour rappel, c'est le 9 avril 1946 que le PDCI-RDA a été créé. Le PDCI d'abord a été créé à Abidjan. Et le 18 octobre 1946, le président Houphouët-Boigny, homme d'Afrique, panafricaniste comme on le dit, a donc à Bamako demandé qu'il y ait l'ensemble des Africains se mettre ensemble dans un camp creusé qu'on appelle le Rassemblement démocratique africain. Donc le PDCI-RDA est né avant le RDA. Et à Bamako, après la création du RDA, il a été convenu que tous les partis politiques des pays qui se retrouvaient au RDA, qui se sont donc convenus d'appartenir au RDA, devraient faire de leur parti des sections du Rassemblement démocratique africain. C'est ainsi qu'au Niger, au Mali, au Sénégal, au Tchad, au Gabon, au Burkina Faso, tous les partis politiques affiliés au RDA ont donc
sont devenus donc des sections du Rassemblement démocratique africain. Le PDCI-RDA a donc pour symbole l'éléphant. Cet éléphant qui a été plus tard prêté en Guinée pour devenir le Sili national. Donc, nous fêtons donc 79 ans de la création du PDCI-RDA. Parti donc qui a fondé les premières bases du panafricanisme africain et qui donc a conduit par sa section PDCI et par les sections sœurs de la Côte d'Ivoire à son indépendance et les autres aussi, les pays respectifs à leur indépendance. La sobriété, vous savez que nous sommes dans une lutte. Il faut se consacrer essentiellement à la reconquête du pouvoir d'État. Et cette année, depuis l'élection du président Kiam, le 22 au 23 décembre 2023 à Yamoussoukro, mandat lui a été donné comme priorité et disons premier et unique objectif, reconquérir le pouvoir d'État. Donc tout doit se consacrer là-dessus. Et nous sommes aujourd'hui en phase de lutter pour une élection transparente, une élection équitable et inclusive. Donc nos forces doivent se consacrer là-dessus. C'est la raison pour laquelle, sans occulter notre mémoire envers le président Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons et son successeur Henri Konan Bédié, nous nous sommes consacrés à tout ce qui peut nous amener à rassembler nos militants, les sympathisants, au-delà, tous les Ivoiriens qui veulent le changement et surtout à nous consacrer, à enlever tous les obstacles qui sont sur nos chemins, et il y en a beaucoup, pour aboutir à notre succès le 25 octobre 2025 pour le palais présidentiel. Et le premier obstacle, c'était l'organisation du bureau politique. Nous revenons à ce point. C'était un bureau politique qui était très attendu. Oui. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous avez retenu de ce bureau politique? D'abord, ce bureau politique était attendu parce que c'est un passage obligatoire selon nos statuts et règlements intérieurs pour aboutir à une convention. La convocation de la convention s'est faite sous proposition du président du parti au bureau politique qui est l'organe de décision entre deux congrès. Donc c'était obligatoire qu'il y ait un bureau politique. Ce bureau politique, comme vous le savez, s'est organisé de manière symbolique à Yamoussoukro, sur la terre du fondateur de PDCI-RDA et aussi du fondateur de la nation moderne qui est la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Et se tient donc à un moment important où nous avons besoin d'aller reconquérir le pouvoir, comme je l'ai dit tantôt. Donc ce bureau politique avait pour le principal ordre du jour la convocation de la convention. Mais comme nous sommes respectueux de nos tests, à chaque bureau politique, le parti doit faire le bilan de ses activités entre ces deux bureaux politiques. C'est pourquoi le secrétariat exécutif du PDCI-RDA a dû présenter devant le bureau politique les rapports d'activité qui ont été consacrés aux grandes réformes que le président du parti a fait, qui a créé les hauts représentants, qui a donc consacré à un rassemblement, à des tournées à l'intérieur, à la mobilisation autour du président pour la révision de la liste électorale. Et le président du parti était pratiquement le seul président du parti qui a sillonné le maximum de régions pour encourager et sensibiliser à la révision de la liste électorale. Donc, si on veut revenir dans les grandes conclusions, madame, si vous permettez, c'est que d'abord, le bureau... Non, mais avant, monsieur Papa, avant qu'on arrive aux conclusions, je voulais vous dire que le bureau politique qui a été marqué par l'absence du président du PDCI-RDA, comment les militants l'ont accueilli? Le PDCI est un parti démocratique. La démocratie se fonde d'abord sur des règles. Et le PDCI-RDA a des règles. Ces règles sont muées et sont concentrées dans ce qu'on appelle les statuts et règlements intérieurs. Et les statuts et règlements intérieurs ont déjà prévu, en cas d'empêchement du président du parti, que ce soit le secrétaire exécutif en chef, quand c'est le cas, ou bien le secrétaire général, quand c'était le cas, qui doit présider le bureau politique avec un mandat bien donné par le président du parti. Donc le président du parti a respecté les tests en convoquant le bureau politique et en déléguant son pouvoir au secrétaire exécutif, ce qui a été fait. Donc il n'y a pas eu de vacances, il n'y a pas eu de violation, il n'y a pas eu de vide, de vacuum. Donc cela a été comblé. Mais pourquoi le président n'était pas là? Au moment où je suis en train de parler, il est en mission à l'extérieur pour véritablement travailler pour le parti, pour des problèmes qui sont essentiels au parti. Et le président, il y avait deux possibilités. Le président a dit, je finis la mission que vous m'avez confiée à l'extérieur et je reporte le bureau politique. Ou je laisse
les tests se mettent en place et on le fait. Et donc, la haute direction s'est réunie, moi je peux être témoin, pour analyser le pour et le contre. Vu la pression des militants qui disent, nous voulons très rapidement aller à la convention pour que le président qui sera élu ait le temps de faire campagne. Nous n'allons pas reporter. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'événements, on ne contrôle plus les événements. Au niveau national, au niveau international, au niveau régional. Comme le disent les Ivoiriens, en même temps est mieux. Donc, on a appliqué les tests. Et je peux vous dire que la décision de désigner le secrétaire exécutif en chef pour assumer était même prise avant qu'on soit à Yamoussoukro. Puisque le président dit, au cas où je serai là, la décision sera caduque. Mais si je ne suis pas là, j'ai déjà pris les dispositions pour le faire. Donc, ça a été déjà pensé à cela. Et nous avons respecté le texte. Ce qui est bien, c'est que personne n'a contesté la légalité du président à convoquer le bureau politique. Donc cela veut dire que les militants commencent à se converger vers l'unicité d'un président qui est déjà là, qui agit en tant que président. D'accord. Et donc le bureau politique s'est tenu normalement conformément au test. Oui. Que retenu des résolutions de ce bureau politique? D'abord, ça a été un bureau politique ouvert. On a ouvert les débats. Donc, tous ceux qui voulaient prendre la parole se sont signalés. Et tout le monde a adopté l'ordre du jour. Il n'y a pas eu de contestation de l'ordre du jour. Et les débats ont conclu sur les propositions du comité scientifique sur ce qu'on devait retenir, qui était essentiellement la convention. La convention, elle a deux formats. Un format unique, où tout le monde se réunit en seul lieu, et un format éclaté. Première résolution, le bureau politique a adopté le format éclaté. 31 régions qui vont constituer donc les sites des conventions, plus la diaspora, plus une répartition beaucoup plus élargie au niveau des districts d'Abidjan. Ça va faire 45 plus, ça doit autour de 49 sites de lieux de vote de convention. Donc ça a été acté. La deuxième chose, c'est que nous avons adopté une convention élective pour choisir un président et puis une convention d'investiture qui se fera à Yamoussoukro à la place Jean-Paul II, mais dont la date sera fixée par le président élu. Parce que le président élu, en fonction de l'avancement, puisqu'il va donner son discours d'orientation, son programme, c'est lui qui va dire « je suis prêt tel jour, on y va ». Donc le bureau politique lui a donné mandat au président élu de choisir une date, mais dans les limites du temps, pour ne pas être trop loin ou trop proche de la date de clôture des candidatures. Donc voilà essentiellement ce qui a été décidé là-bas. Au bureau politique. Monsieur le porte-parole, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes satisfait du bureau politique et puis est-ce qu'on peut dire que le PDCI sort grand et fort de cette réunion? Oui, le PDCI sort grand et fort parce qu'on a trop, vous savez, sur les plateaux de télévision, avant ça, le bureau politique de tous les risques, Thiam ne pète rien, les gens vont se plaindre, pourquoi il n'a pas fait de bureau politique, le bureau politique doit désigner ça, pourquoi il y a eu une résolution au congrès extraordinaire pour dire qu'il est candidat, le candidat du parti, cela veut dire qu'on a tout bouclé, on a ouvert. On a ouvert, donc je pense que ça a été fait. La deuxième chose, c'est que ceux qui voulaient partir au bureau politique sont allés. Personne n'a été exclu. C'est de un. Autre chose, les problèmes de sécurité. Madame me rappelait, je peux donner quelques choses. Avant, on a dit non, il va y avoir des problèmes de grabus, il va y avoir des choses. Effectivement, il y a eu quelques risques que nous tairons ici, mais il y a eu un système de sécurité qui a fait que vraiment tout s'est perdu dans l'ordre, dans la discipline, sans heurts. Et donc, les choses sont bien passées. Madame, je voulais, avec votre permission, dire que en marge des assises du bureau politique, la haute direction du parti s'est déplacée sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny. Ce n'est pas un événement anodin. Et nous sommes allés, j'ai eu la chance d'accompagner le vice-président Bombé, Émile, qui a conduit cette délégation. Nous sommes donc allés sur le caveau du président pour lui confier notre bataille, notre combat pour la reconquête du pouvoir. Et je voulais vous rappeler que le président Félix Houphouët-Boigny est couché dans le même espace avec la grand-mère du président Thiam, avec la mère du président Thiam. C'est important qu'on signale à tout le monde entier. C'est un caveau. Ce sont des choses qui ont été faites avant. Et la grand-mère du président Thiam quand elle mourait, le président Thiam n'était pas encore né. Donc ça veut dire que c'est une famille.
Et le président Houphouët-Boigny l'a dit que ses héritiers au niveau traditionnel, ce sont les Thiam. Ouais. Donc, je vais faire ça parce qu'il y a beaucoup de polémiques qui se disent aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de voir la tombe de sa grand-mère. Moi, j'ai cette chance-là, ma grand-mère Mandaoué, Andakoro, mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Et le président Thiam a cette chance-là de voir que sa maman, sa grand-mère, son grand-oncle sont ensemble couchés dans un endroit où il peut aller se recueillir. Voilà. C'est important à retenir. Oui. Monsieur le porte-parole, actualité oblige, on sort du cadre du bureau politique. Un collectif est sorti pour dénoncer l'impartialité du comité électoral. Monsieur le secrétaire exécutif, ce comité électoral est-il déjà connu? Oui, moi je pense que, voyez-vous, il faut être cohérent. Le bureau politique est ouvert. Les débats ont duré plus de 4 heures. Et quand vous êtes membre du bureau politique, une instance de débat, de concertation, de décision, je n'ai pas vu ces gens-là qui sont membres du bureau lever le doigt pour dire nous sommes contre. Au moins si vous n'êtes pas d'accord, que vous vous exprimez, que vous êtes mis en minorité, vous pouvez vous exprimer. Mais je ne les ai pas vus poser un minimum de questions pour dire on n'est pas d'accord. Ça c'est de 1. De 2, ils ont tous annoncé plus ou moins qui seraient au bureau politique. Moi je n'ai pas pu compter, je n'ai pas vu s'ils sont là-bas. Donc quand on a une instance de débat et qu'on se tait, ou bien qu'on est absent, ça fait 2 choses. Et qu'après au dehors on vient se plaindre, je pense que c'est un peu de la mauvaise foi, c'est un peu ce qu'on a dit dans les langues locales, c'est un peu de la provocation. Donc moi je pense qu'il y a ça. De 3 donc, la mise en place de ce comité est du ressort du président du parti. Les gens oublient que le système du PDCI-RDA, c'est un système présidentiel. Le président a beaucoup de pouvoir, c'est le statut. Pour le moment, ce n'est pas changé. Donc c'est le président qui met le comité en place. Le comité en place va mettre en place des bureaux de vote. S'il y a quelqu'un qui est candidat, il a ses représentants qui seront dans ces bureaux de vote pour veiller au bon déroulement de cela. Ce comité est aujourd'hui piloté par le vice-président Ezalé, qui est constitué d'un certain nombre de membres, qui sont tous du bureau politique, et qui vont donc permettre le choix des présidents locaux. Les présidents locaux, ils sont tous membres du PDCI-RDA. S'ils veulent être présidents au niveau local, dans leur région, qu'ils s'expriment. Puisqu'ils viennent encore dire qu'ils s'expriment pour le faire. Mais venez s'asseoir derrière pour aller faire des conférences de presse, etc. Moi, je pense que c'est chercher la petite baisse. Et je persiste et signe, le PDCI-RDA est le seul parti le plus démocratique, le plus transparent. Donc, j'ai même appris qu'ils ont saisi le Conseil des sages. C'est déjà un pas de sagesse, plutôt que d'aller ailleurs. Et donc, le Conseil déjà va leur apposer les textes du parti et aller. Tout se négocie et se fait. Cher, voyez-vous, aujourd'hui, le président Thiam n'a aucun doute de sa suprématie sur le parti aujourd'hui. Je vais l'expliquer à d'autres occasions. Vous savez, un parti politique, pour y avancer, il faut être au cœur de l'appareil. Quand vous vous mettez hors de l'appareil, tout vous échappe. Vous voulez dire, monsieur le porte-parole, que c'est un parti démocratique. Tous ceux qui veulent faire partie du comité électoral seront les bienvenus. Non, le comité électoral a mis en place. Les organes... Les lieux de vote. S'il y a des candidats, ils auront leurs représentants à ces bureaux de vote. Ils auront la liste électorale que nous avons, pour ne pas qu'il y ait de contestations, qu'il y ait des choses. Nous avons décidé que la liste électorale du PDCI-RDA, qui a servi aux élections du président Thiam en 2023, cette liste qui a été validée du temps du président Henri Konan Bédié, c'est-à-dire que les cotisations et le bureau politique, la liste du bureau politique, c'est celle signée par le président Henri Konan Bédié. On n'a rien ajouté dessus. C'est-à-dire que le président Henri Konan Bédié, le 4 mai 2023, avait déjà signé une liste, et c'est cette liste-là qui fait foi. Donc ce n'est pas une liste du président Thiam. Voilà, ce n'est pas une liste du président Thiam. Merci. Monsieur le porte-parole, comment se déroulera cette convention? Pourquoi la formule éclatée? Est-ce une copie de 2020? Parce qu'en 2020, on avait fait une convention éclatée avec le président Henri Konan Bédié. Merci, madame. Je pense que le PDCI-RDA est un parti qui fait la politique, la réelle politique. La politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. D'abord, la convention éclatée est prévue par nos tests. Donc, ce n'est pas une invention. La deuxième chose, en regardant aujourd'hui la configuration du bureau politique,
Parce que la convention, ce n'est pas seulement les membres du bureau politique. Il y a les secrétaires généraux des sections. Donc, tout cet arsenal de mobilisation, de logistique, on pense que c'est plus fluide et c'est plus transparent. Ça permet aux responsables locaux de mieux organiser cela. Et ça évite beaucoup de déplacements en un lieu unique, avec tous les risques des mouvements, parce qu'il y a un problème de sécurité, etc. aujourd'hui, plus qu'avant. Donc, nous avons estimé que c'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus, on maîtrise mieux la sécurité. Et puis, ça permet à chaque militant d'être chez lui, de voir les choses plus facilement, d'éviter tous les mouvements qui créent des problèmes d'accident, les problèmes de logistique, etc. Donc, c'est ça qui a fait que c'est la réalité qui a amené le bureau politique à adopter ça. Mais pourquoi cette date? Pourquoi le 16? C'est pas si précipité? Non, c'est pas précipité. Parce que, d'abord, vous savez que le bureau politique, même, on a estimé que ça tardait. Et puis aujourd'hui, nous pensons que nous sommes en période de révision de la liste électorale. Après la liste électorale, il faut immédiatement aller en campagne. Et pour aller en campagne, il faut savoir son président. Et son président doit nous présenter un programme. Et ce n'est pas au mois de juin, juillet qu'on va le faire, on n'aura que 3 mois. Donc nous avons déjà le mois de mai. Et puis le mois de mai, il y a beaucoup d'autres calendriers que nous avons perçus. Parce que chez nous, on dit que les oreilles ne mangent pas, mais elles ne dorment pas affamées. C'est ça. Tout mis ensemble, il fallait aller très vite. Et nous sommes allés très vite. Voilà. Contrairement au bureau politique, qui sont les congressistes? Et à quoi doivent-ils s'attendre? Les congressistes sont connus dans nos tests. D'abord, tous les membres du bureau politique. C'est ça. Le comité des sages, et l'ajout au comité des sages. Et puis, il y a un quota que le bureau politique a décidé, qui est de 10 membres pour les organisations spécialisées, UF, JPDCI. Il y a aussi les coordonnateurs régionaux du Grand Conseil. Chaque région aura 10-10. Donc ça va faire 30 tenues réunions, ça fait 310. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle les délégués à la convention. Et puis tous les secrétaires généraux de section sont des membres statutaires. Et puis les délégations extérieures. Les délégations extérieures, on aura un site à Washington, un site du côté de l'ouest, je crois que c'est vers Texas, et puis un site au Canada, un site à Paris, un site au niveau de l'Afrique, au Bénin, à Cotonou, et puis Abidjan est un peu plus éclaté. Donc tout ça là, ça va faire au total 49 sites qui vont se faire. Et les gens vont voter. Et dès qu'ils auront voté, ce même jour, nous aurons les résultats. Parce que chaque bureau de vote communiquera directement ses résultats. Et ces résultats vont se proclamer bureau de vote par bureau de vote. D'accord. Comme nous le réclamons au niveau national. D'accord. Et comme on le réclame, on parle de calendrier électoral. Quand le dépôt des candidatures, quand la fin du dépôt des candidatures, quels jours ils ont pour la campagne, etc. Pour la campagne, le dernier jour, c'est le 14. 14, 13, c'est la campagne. 2 jours. Il pourrait même peut-être avoir 15 jours. Le comité en travaille actuellement. Et les dépôts de candidature ont commencé maintenant. Le comité électoral va lancer donc l'appel à candidature aujourd'hui ou demain. Et puis donc les gens le font puisqu'on a compressé le temps. Donc maintenant, il y aura 2 jours. Il y a un jour flottant qui est le 15. Bon, je pense que le comité électoral décidera. Mais en tout cas, il y a le 13 ou le 14 comme jour de campagne. Donc les dossiers de candidature sont déjà attendus. Voilà. Alors les conditions sont claires, les conditions sont statutaires. Oui. Il faut être militant. Il faut avoir fait déposer comme caution 30 millions. C'est ce que le comité a adopté. Certains ont demandé 50 millions. Mais vu la situation, on a dit 30 millions. Je rappelle qu'avant c'était 25 millions. Puis l'inflation 30 millions. Donc ce n'est pas quelque chose qui est inventé outre mesure. Il faut donc être à jour de ces cotisations jusqu'en 2023, je crois, comme tout le monde. Donc il faut être militant, il faut avoir sa carte et il faut jouir d'une moralité, parce que le président doit être chaud. Il faut cette fois-ci être exclusivement ivoirien, puisque c'est pour aller être candidat à la présidentielle, donc respecter les conditions. Voilà les principales conditions. Honorable, j'ai envie de vous demander, la liste étant ouverte, la liste des candidatures étant ouverte, lorsqu'on appelle aux militants, aux sympathisants du PDCI, mais surtout ces candidats-là qui veulent être candidats pour le compte du PDCI aux élections présidentielles, un appel pour leur dire que le PDCI est un parti démocratique, chacun peut venir déposer sa candidature. Madame, avant de dire ça, il y a une condition que je dois, c'est que quand vous êtes candidat pour le compte du PDCI, pour être candidat à la candidature pour le compte du PDCI RDA, vous devez signer un engagement. Bien sûr. Qu'à la fin de la procédure, si vous n'êtes pas retenu, vous n'êtes pas être candidat indépendant. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent savoir. En dehors de ça, nous demandons que le président
Tidjane Thiam est un démocrate. Et il ouvre donc la candidature à tous ceux qui prétendent, qui se sentent capables, qui ont de l'aura, qui pensent que ils peuvent porter le PDCI-RDA à la victoire, de se soumettre au suffrage des militants, membres de la Convention. Et si ces gens sont élus, alors ils seront le candidat du PDCI-RDA et nous allons tous être derrière eux. Le président Tidjane Thiam est déjà d'office candidat puisque le Congrès lui a demandé d'être notre candidat. Mais en dépit de ça, la candidature est ouverte à toute autre personne qui veut le faire. Il faut le faire et faire confiance en soi d'abord. Parce qu'on fait confiance en soi, faire confiance aux militants. Parce que c'est eux qui vont décider. Quel que soit ce qu'on va faire comme proposition, c'est les militants qui vont décider. Et qu'on le fasse dans la convivialité, dans la paix. Et qu'après le choix, tout le monde se mette ensemble pour aller maintenant à la conquête du pouvoir d'État, qui est le plus important. Et je dirais que aujourd'hui, nous sommes attaqués de toutes parts. Nous avons besoin de resserrer les rangs pour gagner cette élection. Et nous allons, dans d'autres tribunes, comme vous allez voir, attaquer le bilan du RHDP. Nous allons le démontrer. Le président a parlé des IDH, ils se sont gesticulés pour dire non, c'est pas ça, le PNUD a pris des erreurs, après ils ont accepté. Que eux-mêmes, l'IDH. Et l'impact de leur programme est très peu sensible sur l'humain. Et j'ai vu tout dernièrement le rapport de Bloomfield qui dit que 80% des entreprises en Côte d'Ivoire sont des entreprises à capitaux étrangers. Cela dit que la richesse qui est créée n'impacte pas l'humain. Aujourd'hui, l'actualité aussi, c'est la grève des enseignants. Les enseignants revendiquent tout simplement que le gouvernement les écoute et qu'ils leur disent, prennent des engagements pour dire, nous avons droit à des primes pour améliorer nos conditions de travail. Nous faisons des propositions de 150 000 de primes à 400 000 francs. Le gouvernement doit dire, je suis d'accord, mais soit je ne peux pas vous donner ce que vous avez demandé, mais le principe de leur accorder les primes, il faut d'abord que le gouvernement soit d'accord là-dessus. La deuxième chose, on discute des modalités. D'abord du montant, et puis après des modalités. Le gouvernement peut dire, bon, je suis d'accord, mais compte tenu des difficultés, je vais l'échelonner, je vais commencer tel jour. Mais en face à ça, c'est la brutalité. Et on a même enlevé des leaders des syndicaux. Oui. On allait, pendant qu'ils étaient en train de prendre un repas, on vient avec des calaches pour les emmener à la gendarmerie. C'est du jamais vu. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a arrêté un de leurs leaders qui est le chargé de communication. Donc ça veut dire que nous qui parlons au nom de nos partis, on est en danger. Lui, il ne parle pas en son nom. Il parle au nom des choses. On a utilisé des substantifs et aujourd'hui, il va faire deux ans de prison. Vous voyez un régime comme ça. Alors, pourquoi les enseignants réclament cela? D'abord, je l'ai dit plusieurs fois, l'enseignant, il n'a comme seule ressource son salaire. Il n'a pas le temps de faire autre chose. Et l'enseignant, quand vous regardez bien la sociologie de la Côte d'Ivoire, très peu d'enseignants ont des immeubles. Je n'en connais même pas. Vous ne verrez pas des enseignants, très peu même ont des maisons. Ils vivent dans une société où ils n'ont pas... Mais quand vous voyez dans d'autres corps sociaux, d'autres ont des maisons, ils ont des trucs, ils ont des voitures. Très peu d'enseignants. Un enseignant du primaire, on a donné des salaires mirobolants. Qui peut vivre aujourd'hui en Côte d'Ivoire avec 300 000 francs CFA? À Abidjan, vous allez louer une maison, vous déplacer, aller préparer les choses. Or, c'est ceux-là qui doivent construire l'homme. L'homme qui est au cœur de la société. L'homme qui doit produire le bon médecin. L'homme qui doit produire le bon professeur. Qui doit produire le bon agronome. Le bon financier. Celui-là, on le maltraite. Et Madame ministre d'État dit, si vous n'allez pas au travail, je vous renvoie tous. Après, elle reconnaît que c'est une revendication légitime. Vous voyez un pays comme ça, un pouvoir comme ça. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça là, c'est que le ministre d'État, a amené une femme intellectuelle qui veut bien faire son travail et l'a amenée en bateau. Et voyez-vous, quand je les regarde, j'ai honte. Les enseignants ont fait quoi? Et puis vous ne voulez pas les écouter. Mais écoutez-les. Mais quand on voit des gens qui ont détourné des milliards, on a dit que c'est 1400 milliards par an qui est détourné selon eux-mêmes. Quand on a calculé tout, on dit que c'est 400 milliards. Voyez-vous? Donc c'est 1200 milliards là. Si on avait fait une économie, on pourrait le faire. Et donc moi je pense qu'il faut écouter les enseignants. Il faut leur donner du respect. Il faut leur donner la considération. Ils ne demandent pas à être des milliardaires, mais ils veulent être à l'aise
pour donner l'éducation et la formation à nos enfants. C'est ce que je voulais vous dire. Merci, honorable. Il faut leur donner le minimum. Nous avons assisté aussi à le ralliement de Jean-Yves Sieu, un de vos collaborateurs, qui a parlé de la communication politique du PDC-RDA. Monsieur le porte-parole, vous en dites un mot? Oui, je pense que j'ai parlé de ça par ailleurs et on a toujours une raison de faire ce qu'on veut faire, un alibi. Le PDCI-RDA, M. Jean-Yves est parti, il est très souverain dans ses décisions et il n'est pas le premier à partir et on l'a annoncé ailleurs un triomphe, mais je serais que ce sera une tempête dans un verre parce que nous nous connaissons nous tous dans ce parti et j'ai même appris que ce sera notre alter ego au RHDP. Mais cela veut dire que le RHDP reconnaît qu'on n'avait pas d'alter ego là-bas. C'est déjà une preuve de reconnaissance de nos puissants. On a dit aussi, on a accusé la communication. Je vais profiter pour dire que moi, je ne suis pas à mes premières occasions de communication. J'étais au ministère de l'Agriculture. J'ai assumé la fonction de sous-directeur de la promotion rurale qui faisait donc la Coupe nationale du progrès, etc. Et vous m'aviez vu en son temps sur les antennes, parlant comme porte-parole du ministère de l'Agriculture. Et donc, je sais de quoi il s'agit. Et je n'ai jamais demandé à être un responsable de la communication. C'est le président Bédié qui, en mon absence, a décidé, malgré avec les concurrents dont Yves Esso, pour être à la communication en son temps. Il y en avait d'autres, au temps de Mme Cyrielle Aubrou. C'est elle-même qui a été la première même à m'annoncer que le président m'avait décidé de me mettre à la communication. Et puis plus tard au porte-parole. Donc je n'ai pas demandé, mais ce que je peux dire, sans trop aller dans les détails, je le dirai ailleurs, c'est que les ambitions sont permises, mais c'est le chef qui décide. Il était chargé à mon niveau d'organiser les débatteurs. Bon, maintenant qu'il est lui-même organisateur des débatteurs de l'autre côté, nous allons nous faire face à cela. Mais je pense que, à mon avis, il était déjà prêt à partir. Ce n'est pas le PDCI-RDA, le fonctionnement qui le fait partir. Je vais en parler plus tard. Ok. Avant de terminer, un mot sur la RLE. Madame, merci de rappeler la RLE. La révision de la liste électorale est obligatoire, statutaire, réglementaire, selon la loi qui met en place la CEI. Donc ça ne se plus à discuter. Deuxièmement, nous avons décelé, que ce soit le PPACI, que ce soit le FPI, que ce soit le PDCI-RDA, les gens en parlent, mais on a relevé un certain nombre de faits qui sont inconcevables. Des femmes qui ont enfanté à 130 ans, des femmes à 60 ans. On a vu des gens qui n'ont pas d'enfants et qui n'ont pas d'affiliation. Alors que les règles montrent que quand vous allez vous inscrire, vous devez avoir vos affiliations. Tout ça là, c'est des milliers. On parle à peu près de 6 millions. Et la CEI refuse de le faire. Nous allons pousser jusqu'à ce que cette CEI-là soit auditée. Sinon, cette CEI-là, elle est truquée, elle est truffée, la liste est truffée d'irrégularités. Madame, c'est ce que je peux dire pour le moment sur ça. Et je pense que si la CEI et le gouvernement veulent des élections qui soient apaisées, il faut un minimum de consensus. Et ce minimum appelle à un dialogue. Ce que demande l'opposition. Voilà ce que demande l'opposition et le PDCI-RDA en tête. Avant de nous quitter, 20 minutes c'est peu, mais nous allons vous entendre pour votre dernier mot. Merci madame. Rendons gloire à Dieu et soyons reconnaissants et ayons une pensée pour tous nos morts, ceux qui sont battus et qui sont morts et qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir un pays et un parti qui est résilient. Aux militants, je leur dis de faire confiance au président Thiam. Nous allons nous battre. Jamais le PDCI-RDA n'a été aussi proche du pouvoir. Si nous savons nous unir avec un objectif commun, nous allons remporter ce pouvoir. Parce que ce pouvoir est branlant. Il est branlant parce qu'après 5 ans de promesses, ils n'ont pas pu réaliser ce qu'ils ont promis en 5 ans. Ils n'ont pas pu le faire en 10 ans. Ils sont même eux-mêmes se donner 5 ans supplémentaires. Ils vont de mal en pire. Les Ivoiriens souffrent, la vie est chère, ils n'ont pas d'habitat, les choses augmentent, l'école en panique, la santé est difficile à acquérir et aujourd'hui, le détournement des biens publics est devenu la monnaie courante avec le pouvoir RDR. Et donc, je vous demande de vous réunir, que tous se mobilisent pour le changement en faveur du PDCI-RDA. Je vous remercie. Un mot aux congressistes. Les congressistes sont attendus dans leurs différents lieux de vote, qui sont les chefs-lieux de région, et pour la diaspora, comme l'a indiqué,
et donc qui viennent dans la discipline, se munissent de leur carte, qui se mettent à jour et qu'ils aillent voter. Et comme je le souhaite, majoritairement pour le président Tidjane Thiam. Je ne dis même pas majoritairement, plébiscitement, en le plébiscitant, pour lui donner suffisamment de moyens et de confiance pour aller affronter quiconque osera se mettre devant lui. Quiconque osera se mettre devant lui. Merci et à très bientôt. Merci, merci honorable. Merci pour ce moment. Merci pour ces mots à l'endroit des congressistes qui seront en congrès le 16 avril prochain. Quant à nous, nous ne pouvons que vous dire merci pour ce moment d'échange que nous avons fort apprécié. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir été sur notre chaîne. Restez connectés sur PDCI TV, la chaîne qui donne des informations vraies. Prenez soin de vous. Dieu nous garde. Bonsoir. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.